Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième journée de l'Université de la e-santé de Castres-Mazamet. Je suis Nicolas Parodi, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier en partenariat avec le CHU de Toulouse. On va parler données, stratégie de la donnée et son utilisation par l'intelligence artificielle. Comme vous savez, le CHU de Toulouse est un des plus importants centres hospitaliers de France et donc à ce titre, un très gros producteur de données, un très gros utilisateur aussi, et un très gros exploitant de données. On va parler du contexte dans lequel le CHU de Toulouse évolue, en particulier de sa production de données. Et puis la donnée, c'est également c'est l'essence évidemment dans le moteur de toute la santé numérique. Et à ce titre, on a envie de comprendre comment cette donnée est utilisée, notamment à des fins de recherche académique. C'est ce qu'on va voir avec Jean-Marc Alliot, qui est le directeur scientifique en charge de la donnée et de l'intelligence artificielle. Donc comment cette donnée est utilisée par des algorithmes d'intelligence artificielle. Et on va essayer de remonter un petit peu en amont en parlant de toute la stratégie pour livrer cette donnée aux utilisateurs et donc toute l'organisation et la gouvernance qui est en amont mais qui soutient aussi cette exploitation de données. C'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais donner la parole pour commencer à Nicolas Delaporte, directeur des systèmes d'information du CHU de Toulouse. Nicolas, vous pouvez nous donner un peu le contexte justement en termes de données de manière plus précise que ce que j'ai fait pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit? Oui, je sais pas si... Merci. En effet, vous donnez déjà le contexte du CHU sur son territoire, qui est effectivement un des plus gros CHU de France, mais au-delà de ça, occupe une place prépondérante sur l'hémi-région d'Occitanie. Donc c'est 2425 lits, 578 places, 789 000 séjours ou consultations plus exactement. Donc une activité conséquente. Cette activité, elle est conjuguée aussi avec des dispositifs d'amont conséquents. On pense aux urgences, on pense au SMUR, avec 157 000 passages aux urgences. Donc un établissement qui est pivot sur son territoire. Cet établissement pivot, il s'appuie sur une dimension numérique pour pouvoir, produire de la donnée, répondre aux enjeux de production de soins, mais au-delà de la production de soins, de la recherche. Et c'est déterminant dans les centres hospitaliers universitaires, cette dimension recherche, qui, avec la dimension data, prend une volumétrie différente, ou en tout cas un tournant différent. En panorama, le CHU de Toulouse, c'est environ 320 applications, un peu plus de 150 flux de données qui font que ces applications vont communiquer, vont échanger, vont partager des informations. On a plus de 16 000 utilisateurs, on a des axes forts de cybersécurité, et puis, et surtout, et c'est pour cela qu'on se voit aujourd'hui, une démarche stratégique autour de la production de la donnée, de data lake, de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on donnera avec Jean-Marc Alliot une réalité de ce que cela veut dire dans le CHU, et la mise en place de ce data lake pour le CHU de Toulouse. Alors la dimension de la donnée, c'est un enjeu stratégique pour les établissements de santé, d'autant plus pour les centres hospitaliers universitaires. C'est un virage pour nous que nous sommes en train de prendre pour, en réponse déjà à l'offre de soins, en réponse à une dimension concurrentielle, on peut le dire, et puis en réponse aussi à un enjeu de recherche. Cette construction de cette stratégie, elle est doit être impérativement partagée avec les producteurs de soins, avec les producteurs de données. C'est-à-dire que nous ne faisons rien aujourd'hui sans le conjuguer à la valence médicale soignante. Que ce soit sur le numérique standard, c'est-à-dire les outils de prise en soin, ou la construction de notre entrepôt de données ou de la dimension recherche. Donc c'est une volonté de répondre aux attentes médicales, à franchir des marches. On peut dire aussi au CHU de Toulouse, en toute transparence, qu'on a encore des marches à franchir sur le volet numérique, sur le volet structuration. Mais dès aujourd'hui, on a franchi un cap qui est de structurer nos projets, notre accompagnement des enjeux numériques sur le volet données. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, y compris pour nos éditeurs, pour nos partenaires, on va structurer le cadre pour avoir une dimension donnée à la hauteur des enjeux. On est dans l'appel à projet EDS. On a construire
notre transformation sur ce volet-là. Et puis ça se conjugue avec la e-santé. Parce que le CHU de Toulouse a été positionné sur son territoire, je dirais, un peu en avant-garde sur la partie e-santé, télésanté, télésuivi, etc. Il faut impérativement qu'on arrive à aussi l'encastrer ou l'intégrer dans la dimension de ce que sera le DS. Enfin, sur la dimension plus opérationnelle, plus DSIO, effectivement, on s'est structuré, on s'est réorganisé, entre guillemets, pour pouvoir, au travers de cet organigramme, c'est pas ça qui compte, répondre à ces différents enjeux. On a une structuration qui est par process et la mise en place d'une cellule ou d'un département, un service plus exactement, de gestion de la donnée, ce qui n'existe pas forcément dans les autres établissements, parce que pour nous, c'est déterminant. Et je vais laisser la parole à Grégory, qui vous fera le détail de ce service qu'il pilote. Je vais vous poser une petite question, Nicolas, avant peut-être. Cette organisation dont vous avez parlé, combien de temps il a fallu pour la mettre en place ? Alors c'est un temps long, ou on pourrait considérer assez long pour le CHU, mais c'est comme ça dans les gros établissements. On a un peu plus de 2 ans là, de mise en place, que ce soit de la réorganisation, donc vous n'avez pas l'organisation de départ, mais il y a une grosse transition qui s'est faite, et puis de constituer l'équipe et de se connecter de manière assez forte avec la dimension stratégique. On le présente juste après, un comité stratégique IA, donc c'est 2 ans pour arriver à une maturité. D'accord. Donc Grégory Lopez, vous êtes chef du service dont vient de parler Nicolas Delaporte, du service de gestion de la donnée. Vous pouvez nous dire en quoi ça consiste ? Oui, effectivement. Déjà, pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, le service a été créé il y a maintenant 1 an. Il a été créé vraiment pour appuyer l'axe stratégique et donner une dimension concrète dans les volontés que le CHU a dans le traitement de la donnée. Et donc, une mission principale, évidemment, c'est de donner cette vision stratégique et de la promouvoir dans l'établissement auprès de tous les pôles médicaux et médico-techniques du CHU, et de mettre en place une stratégie structurée de l'ensemble du traitement de la donnée. Alors, on peut avoir une vision très technique des choses, et c'est ce qu'on a à la DSIO, mais pour cela, il faut qu'on ait une gouvernance bien établie et qu'on ait un fondement avec une représentativité majeure de la communauté médicale pour pouvoir maintenir les données correctes, fiables, actualisées et sécurisées, et puis toujours dans un cadre éthique. Donc avec des objectifs qui sont de trouver une valorisation autour de la donnée, de mettre en place tous les outils qui vont permettre d'exploiter cette donnée-là, et de définir l'ensemble des processus qui vont permettre à la fois de collecter, de raffiner, d'exploiter, et puis de présenter cette donnée-là. Et avec des enjeux qu'on doit avoir en ligne de mire, c'est toujours garantir la cohérence et la traçabilité des données, d'assurer ce cadre de confidentialité et de sécurité des données. Un des enjeux, c'est d'avoir un point unique et central de collecte des données au travers d'un entrepôt de données de santé, et évidemment toujours dans une dimension légale du traitement de cette donnée-là. Donc en fait, après, on a mis en place le service, sur la slide suivante, merci. Donc le service et l'écosystème dans lequel il se trouve, c'est-à-dire qu'on est là au niveau du service de gestion de la donnée, dans une vision très transversale à la donnée, que ça va de la partie pilotage de la donnée très classique jusqu'à la partie exploitation en masse, donc le big data et l'IA de cette donnée-là. Et exploitation également par les services médicaux, ou là on parle uniquement des services scientifiques et de recherche académique ? Alors aussi des services médicaux. Alors,
Sur la partie pilotage en soi des pôles, on est en contact avec notre direction des affaires médicales et le contrôle de gestion, où on met en place toute une stratégie autour des données médico-économiques et de pilotage des pôles. Et après, il y a la dimension très médicale dans laquelle on a mis en place, dans notre stratégie, c'est d'avoir des référents bien identifiés au niveau opérationnel. Alors c'est très facile du côté médico-tech et les fonctions support de l'établissement. Ça l'est un peu plus difficile dans le côté médical d'aller chercher des référents bien identifiés, surtout quand on a une vingtaine de pôles médicaux au CHU Toulouse. Alors, est-ce que c'est uniquement le nombre de pôles qui rend la tâche difficile d'aller chercher des référents médicaux ? Non, c'est pas le nombre de pôles, mais en fait, pour trouver une solution à ça, dans l'organisation de la DSIO, il y a une dimension très importante, c'est la dimension de la task force médicale, qui est complètement intégrée à notre organisation. Nicolas peut en donner les contours. Je vais appuyer ce point-là. Je vous disais en préambule qu'on a voulu construire et on veut construire les enjeux du numérique à la main des besoins médico-soignants. Et pour intégrer cette dimension, effectivement, on a créé dans l'organigramme que vous avez vu une équipe de compétences médico-soignantes à l'appui du numérique, avec des médecins, des soignants qui viendront définir la stratégie, implémenter un certain nombre de règles et faire lien avec ces dimensions polaires. Alors la dimension des pôles, c'est pas que cela, c'est aussi le nombre de médecins, d'investigateurs au CHU, c'est plus de 3000 médecins, un niveau d'investigation qui est très très forte, et chaque investigateur amène son projet, sa dimension de recherche, qui vient finalement percuter, pas la gouvernance, mais ce qu'on veut mettre en place. Donc on a structuré et on structure avec que ce soit les équipes médicales elles-mêmes ou la direction de la recherche, une forme de guichet unique, une forme de relation et qui va permettre d'être agile en mettant une gouvernance claire pour pouvoir être au niveau de réponse attendu par les médecins et par la communauté médicale. Alors cette agilité, c'est vraiment l'un des points aussi qui pose question quand on voit, pardon Grégory, on interrompt un peu votre présentation, mais on profite de la discussion. Quand on voit toute cette structure, cette gouvernance, là on parle de l'équipe de gestion de données, mais évidemment, et de ses comités, mais c'est bien d'autres choses, on l'a vu dans l'organigramme de Nicolas Delaporte. Est-ce que c'est pas compromettre l'agilité dans l'implantation de projets, dans l'implantation d'outils ? Alors en tout cas, en première intention, c'est ce que vont ressentir les praticiens ou les investigateurs qui ont besoin d'aller très vite. Et le projet de recherche, on ne peut pas se permettre d'attendre. La mise en œuvre a été un peu longue parce qu'il faut définir les contours et les modes de fonctionnement. Mais dès lors qu'ils sont établis et que les règles du jeu fonctionnent, on est plus agile. C'est un peu le classique du process. Une fois que le process est respecté, ça va assez vite et ça marche plutôt bien. Donc c'est ce qui a donné de la force, et les médecins qui sont avec nous y croient, participent, contribuent, nous amènent aussi nous renvoient à l'agilité nécessaire. Donc effectivement, l'importance de lourdeur est là. Vous voyez, la présentation elle le montre, un nombre de comités, des décisions, ça va être très long. Mais en fait non, ça va très vite. Je prends juste l'exemple, et c'est illustré par Grégory juste après, du comité scientifique et éthique ou de sa préfiguration. Ils sont réunis toutes les semaines, et toutes les semaines sont criblés les projets de recherche. Donc il n'y a pas de latence quelque part. C'est une agilité par une réponse au rendez-vous des communautés qui contribuent à cela. Et en fait, on a sur cette gouvernance opérationnelle, et pour en terminer avec ça, on a dessiné un cadre. Et après, on profite des opportunités au travers des projets pour identifier les référents. À titre d'illustration, on a le projet d'informatisation de l'anesthésie au CHU Toulouse. Et derrière, sur ce projet-là, dès le départ, on a demandé à ce qu'il y ait un référent autour de la donnée qui soit établi. Et autour de lui, s'est constitué
une équipe médicale autour de la donnée. Donc, à la fois pour travailler sur la partie pilotage, et pilotage très opérationnel, récupération des données au travers d'univers BO, mais à la fois aussi pour dessiner les pipelines de données qui sont à usage très scientifique et de recherche. Voilà, donc... Est-ce que ça veut dire que c'est ça, que ça va dans les deux sens en fait, que quand un projet plutôt DSI est initié, il fait intervenir l'un des représentants médicaux et vice-versa, si tu as un projet plutôt initié par le monde de la recherche ou médical, a toujours un référent DSI afin de veiller à la gouvernance et à l'exploitation de la donnée. Oui, complètement. Vraiment, j'insiste sur ce point parce que peut-être ça paraît naturel, mais c'est une alliance. C'est-à-dire que la DSI ne produit pas de projet pour elle-même, il n'y a pas de sens. On est support A, et les investigateurs, quand ils démarrent, ou quand les services cliniques, parce qu'on a aussi la production de soins, ont besoin de la DSI. Donc on a vraiment maillé cette relation de binôme avec le monde médico-soignant et la DSIO. Je crois que c'est capital. Et puis, pour appuyer ce que vient de dire Grégory, on a coutume de dire dans la dimension de sécurité que les projets sont pris par la sécurité par design. On dit by design sur la sécurité. Et bien, on est dans la même, je dirais, optique sur la dimension data. C'est-à-dire que pour nous, les projets vont devoir être pensés autour de la production de données, autour de sa structuration. C'est l'enjeu de demain. Et ça, on ne veut pas louper ce rendez-vous qui est pour tous les établissements, même les établissements non universitaires. Il faut absolument qu'on ait cette dimension. Et là, on rentre dans un troisième acteur qui est plus difficilement structurable, même si on insiste, et avec la gouvernance autour du Ségur numérique et du ministère, on le fait, c'est les éditeurs. Si les éditeurs ne sont pas au rendez-vous de se mettre en alignement sur structurer la donnée et la mettre dans des formats, en tout cas, qui nous permettent une meilleure exploitation, une meilleure récupération de celle-ci, ça nous mettra en difficulté. Donc pour nous, c'est l'enjeu, et on se structure en ce sens aujourd'hui au CHU. Ça veut dire que vous-même, vous êtes prescripteur du format que vous attendez de données, du type de structuration de données que vous attendez de la part des éditeurs, plutôt que l'inverse. Oui, on aimerait bien être jusque-là, il n'y est pas encore. Ce qu'on va faire et ce qu'on fait, c'est de structurer dans on appelle les cahiers des charges, une dimension qui permettra d'être de plus en plus en réponse à nos besoins. Je ne suis pas sûr qu'on aille jusqu'à les structurer dans leur fonctionnement et dans leur modèle de données. Et pour compléter ça, il faut qu'on arrive à mettre en place une structure qui soit complètement agnostique aux solutions des éditeurs et basée sur de l'interopérabilité, des formats de communication qui sont pas remis en cause et donc qui permettent de ce côté agnostique, quoi. Et donc une gestion très transversale de notre SI. Voilà. Voilà, comme l'a évoqué tout à l'heure à l'introduction Nicolas, 350 applications dans notre SI, et ça devient compliqué à gérer et à aller récupérer l'ensemble des données nécessaires. Voilà. Et dans cette récupération des données, toujours pareil, on essaie d'être pragmatique. On ne part pas sur une politique, je récupère la donnée et puis on verra ce qu'on en fait après. On reste sur des cas d'usage et on avance par les cas d'usage. Et donc, on a vu la relation entre le service de gestion de la donnée et la partie gouvernance opérationnelle. Donc la gouvernance plutôt aux couches supérieures stratégiques est hyper importante. Donc avec le comité stratégique qu'il y a, qui va nous permettre de définir la stratégie autour de la donnée mais au niveau établissement et de façon globale, les axes de travail importants et nous indiquer, ben voilà, dans les années à venir, il faut qu'on travaille, le CHU doit être visible sur ces projets de recherche de telle et telle discipline et nous donner aussi les moyens. Donc ça, c'est le rôle du comité stratégique composé de médecins et de professeurs. Le comité scientifique et éthique dont a parlé Nicolas, où on est encore en préfiguration de ce comité-là, est animé aussi par la communauté médicale, puisque son président
est un réanimateur. Et lui, le but de ce comité-là n'est pas là pour faire une régulation sur le contenu et donner un avis sur le contenu des projets qui sont présentés, mais plutôt sur le cadre. Et donc, que le projet soit en complète conformité du respect du cadre éthique et RGPD de la donnée. Et le dernier comité, c'est le comité d'homologation et sécurité. Et là, pour donner vraiment une homologation au projet qui est en dimension vers l'extérieur de l'hôpital. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, on a fait notre deuxième comité d'homologation sur un projet qui s'appelle Apriorix. Je pense que Jean-Marc va en détailler les contours, mais là, on est vraiment sur... on fait une analyse de risque. Et cette analyse de risque est donnée à l'attention de ce comité-là et avec la dimension de baisse des risques et pour donner une garantie aux utilisateurs que la donnée telle qu'elle va être exploitée et mise à l'extérieur, notamment vers le HDH pour le projet Apriorix, donne toutes les garanties pour ces utilisateurs-là. Voilà. Alors, on va parler du projet en question. Peut-être, Jean-Marc Alliot, vous êtes directeur scientifique en charge de la donnée et de l'intelligence artificielle. Parlez-nous un petit peu concrètement de ce que ça veut dire utiliser, exploiter toute cette donnée par la gouvernance qui a été mise en place par les équipes de la DSI, les différents comités dont on a parlé, la structuration, la sécurisation de la donnée. Vous, en bout de chaîne quelque part, avec les équipes de recherche universitaires, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous utilisez l'intelligence artificielle? Oui, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la donnée dans un CHU, ça a un coût. C'est-à-dire que tout ce que viennent d'expliquer Greg et Nicolas, c'est de la structuration. Et la structuration, ça implique des coûts et une évolution des processus. Mais ça rapporte aussi quelque part de l'argent, ce qui peut avoir un côté mercantile. Mais tout ça doit se faire en permanence dans le respect des droits des patients. Et il faut comprendre que ça, c'est central dans le cadre d'un CHU. La commission qu'on a eue hier nous l'a montré, c'est-à-dire que pour monter un projet aussi simple qu'Apriorix, qui est simplement de faire de l'imagerie de l'âme anatomopathologique, c'est-à-dire simplement des images de tumeurs, ça nous a pris, je pense, 6 mois avant d'arriver à passer la commission d'homologation pour franchir toutes les étapes garantissant que le projet respectait bien l'ensemble des droits des patients et la totalité des contraintes éthiques qui nous sont imposées. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est quand même le point central du fonctionnement d'un hôpital public, c'est le respect du droit du patient. Après, pourquoi la donnée est fondamentale et pourquoi elle a une valeur pour nous? Il y a 2 aspects à ça. Le premier, c'est les projets en collaboration avec les industriels. Donc, on parlait de l'informatisation de l'anesthésie. Donc, derrière, il y a toute une chaîne, et c'est extrêmement intéressant de la voir, c'est-à-dire qu'il y a un éditeur qui est Philips, qui nous donne un logiciel qui est ICA, qui nous permet de monitorer la donnée qui est générée par les scopes en réanimation. Cette donnée ensuite va être stockée, elle doit être stockée dans des formats interopérables. Et derrière, on a un projet avec un industriel qui est une start-up d'Airbus qui veut créer un nouveau respirateur animé par de l'intelligence artificielle avec une collaboration de l'IRT Saint-Exupéry. Et pour tout ça, il faut de la donnée pour pouvoir entraîner les algorithmes pour ce respirateur. Et au niveau de cet entraînement, on n'est même pas sûr que la donnée qu'on récupère aujourd'hui dans ICA va être suffisante parce que c'est de la donnée basse fréquence et qu'on risque d'avoir besoin de données haute fréquence, ce qui va entraîner de la part de la DSIO un travail supplémentaire en collaboration avec l'éditeur. Donc on voit toute la complexité que ça entraîne pour simplement monter un projet de collaboration industrielle. Et derrière, il y a un autre aspect de la valorisation de la donnée qui est la publication. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un CHU, il y a le mot U, universitaire, mais que la publication scientifique a une véritable valeur, c'est-à-dire qu'elle rapporte de l'argent à un CHU. C'est-à-dire qu'en fonction de la qualité du nombre de publications que fait un CHU chaque année, ça va constituer une partie de l'argent que l'État va lui reverser. Donc cette partie universitaire est extrêmement importante. Et aujourd'hui, on le sait, l'intelligence artificielle elle est un peu partout. Alors, j'aime pas trop le mot, bien que ce soit mon métier à la base, puisque avant d'être au CHU, je m'occupais des LabEx, qui était le Centre international de mathématiques et d'informatique de Toulouse, et on faisait beaucoup d'IA.
Mais j'aime pas trop le mot intelligence artificielle parce qu'il veut un peu dire tout et n'importe quoi et il est souvent utilisé un peu n'importe comment. Ce qu'il faut comprendre, donc là, je vais dire un petit mot de ce qu'est l'IA et comment on s'en sert. L'IA, c'est très très ancien et le terme a désigné des concepts extrêmement différents. Le concept qu'on connaît aujourd'hui, qui est autour de ce qu'on appelle le deep learning, en fait, il a ses origines il y a très très longtemps, à travers quelqu'un qui s'appelait Norbert Wiener, qui est un peu oublié aujourd'hui malheureusement, qui a inventé la cybernétique. Et cybernétique, comme je le dis, ça vient du mot gouvernail, et au départ, c'est de l'automatique, avec la notion de rétrocontrôle. On le retrouve aujourd'hui dans cyberespace, mais ça n'a aucun rapport avec ce que ça voulait dire au départ. Donc il y a déjà eu une déformation du mot. Cette acception de l'intelligence artificielle autour des réseaux de neurones, de l'idée d'un rétrocontrôle et d'un apprentissage basé sur le fonctionnement du cerveau, elle a complètement disparu à partir des années 50-60. Et le mot intelligence artificielle est apparu à ce moment-là. Et en fait, il a été utilisé au départ, et c'est Marvin Minsky qui a imposé ce mot-là, pour désigner toute autre chose qui était de l'apprentissage cognitif, c'est-à-dire de la description des processus de raisonnement par des systèmes logiques de type si alors. Donc ce n'était pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui, où on a du réseau de neurones, qui est un système beaucoup plus boîte noire, même si on pourrait parler d'autres algorithmes d'apprentissage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le mot intelligence artificielle, au départ, Minsky l'a inventé pour se démarquer complètement de ce que faisait Wiener. Donc on a vu revenir ce mot ces 15 dernières années, mais c'est presque un contresens. Bon, déjà, j'aime bien présenter cette courbe qui sort des grosses machines de chez Google et qui montre comment les mots apparaissent dans la littérature scientifique. Et on voit que jusqu'aux années 70, le mot cybernétique domine complètement le champ scientifique et le mot intelligence artificielle n'existe quasiment pas. Il est créé effectivement dans les années 55-60. Il commence à monter à ce moment-là. Et tout ce qui est machine learning et deep learning dont on parle tant aujourd'hui, jusqu'en 2010, c'est totalement inexistant. C'est quelque chose, c'est une invention extrêmement récente. Et ça, on l'oublie. Aujourd'hui, en 2020, on a l'impression que les réseaux de neurones, le deep learning et l'IA, c'est quelque chose d'ancien. Pas du tout, c'est hyper récent. Et c'est une mode extrêmement récente. Donc il faut vraiment en être très conscient. Cette IA qui est revenue depuis ces années-là, on peut dire que ça remonte quasiment à 2015-2016 avec tout ce que Google a fait en association avec DeepMind. Il y a une célèbre lecture de Demis Hassabis, qui est le patron de DeepMind, qui avait été faite à Oxford, qui a relancé cette intelligence artificielle. Il y a eu la victoire après d'AlphaGo contre un champion du monde de Go qui a fait une immense pub. Derrière, Google a exploité ça pour vendre ses processeurs spécialisés en intelligence artificielle, qu'ils appellent les TPU. Mais quelque part, il faut comprendre que toute cette mécanique-là, je ne dis pas que c'est une invention, mais c'est le retour d'un système qui avait disparu pendant des années et qui a pu réapparaître grâce à l'apparition de tout un ensemble de phénomènes qui étaient des algorithmes améliorés, mais aussi l'apparition des cartes graphiques extrêmement rapides qui permettent de faire du calcul matriciel, qui permettent de faire du deep learning. Donc il y a tout un tas de facteurs qui sont arrivés. Ce n'est pas une science récente, elle a 70 ans, et c'est quelque chose qui est réapparu récemment à travers des mécaniques qui sont à la fois technologiques et un petit peu aussi algorithmiques. Donc chez nous, on utilise ça. Aujourd'hui, de toute façon, c'est quasiment impossible de ne pas l'utiliser. Hein, c'est partout. J'en parlais avec Antoine Piot, qui est un de nos médecins référents dans ce domaine et qui évaluait des projets au niveau national et qui disait que sur l'ensemble des projets qu'il avait vus, il n'y en avait pas un seul où il n'y avait pas le mot intelligence artificielle dedans. Moi, j'aime pas trop le mot, encore une fois. Alors, comme je disais, oui. À juste titre, il y avait le mot intelligence artificielle dans chacun des projets, vous savez ? En fait, souvent, intelligence artificielle, ça veut juste dire traitement de la donnée. C'est-à-dire que ce que tu disais au début, qui était que la donnée, c'est le moteur de l'IA, ben c'est exactement ça. C'est tellement le moteur que quelque part, c'est presque l'IA. C'est-à-dire que les algorithmes, comme les algorithmes de deep learning, ils apprennent uniquement de la donnée. C'est-à-dire que quelque part, on ne design pas un algorithme, on fait un apprentissage sur de la donnée et on découvre de la corrélation et même pas de la causalité, très souvent. Il faut d'ailleurs énormément se méfier de ce que nous donnent les algorithmes de type deep learning parce qu'il y a énormément de problèmes de type éthique qui ont pu apparaître dans les années qu'on a connues. Donc il faut être prudent. Donc le mot IA est très employé parce que c'est à la mode. Il faut se rappeler qu'à la base, il y a de la donnée et que cette donnée, pour être utilisable, elle doit être fiabilisée. Et pour être fiabilisée, il faut des gens du métier qui la fiabilisent. On ne peut pas récupérer de la donnée en masse
dans un système et l'utiliser tel quel, il faut d'abord, chez nous, que des médecins aient qualifié cette donnée et les vérifier avant qu'on puisse l'exploiter. Donc bon, ça c'est un problème, hélas, bien connu. Et donc nous, on travaille depuis plusieurs années, surtout en oncologie. On a commencé à travailler en oncologie, à mélanger oncologie et IA depuis 6-7 ans déjà. Il y a une équipe d'oncologie qu'on appelle l'oncologie numérique qui est installée au CRCT à Toulouse, au centre de recherche en cancéro depuis 5 ans, qui est composée d'informaticiens de l'IRIT qui sont physiquement au CRCT. Donc l'IRIT, c'est l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, qui sont physiquement installés au CRCT. Donc on a une expérience maintenant qui remonte à plusieurs années là-dedans. Et on a eu énormément de déconvenues quand on a commencé à travailler là-dedans, parce que, comme je le disais, ces algorithmes ils détectent de la corrélation. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est que quand on exploite des datasets qui ne sont pas de très bonne qualité, ou surtout qui n'ont pas été préparés, ce qu'on observe, c'est souvent de la corrélation sur la donnée. L'exemple typique que je donne là sur un des premiers projets qu'on a fait sur la reconnaissance des grades de cancer du sein, c'est qu'en fait, ce sont des lames donc, colorées avec des systèmes de coloration. Mais suivant le laboratoire où la coloration est faite, la coloration n'est pas tout à fait identique, même si à l'œil humain, ce n'est pas très visible. Mais en fait, l'algorithme, la seule chose qu'il détecte, c'est la différence de corrélation. Et donc, comme dans les datasets qu'on avait, chaque laboratoire était spécialisé sur un grade. En pratique, on croyait détecter le grade, et ce qu'on détectait, c'était en fait le laboratoire où l'analyse avait été faite, parce qu'on détectait la coloration associée à cette analyse. Donc, il faut être extrêmement prudent sur les résultats qu'on peut ressortir des algorithmes d'IA qui sont souvent difficiles à expliquer. Donc, ça ne marche pas toujours très bien. Et en tout cas, aujourd'hui, a priori, on en parlait hier, qui est le projet issu du travail de l'équipe du docteur Camille Franchet, c'est aussi 10 ans de réflexion pour en arriver à créer de la donnée fiable à travers l'immunohistochimie, qui maintenant est exploitable de façon fiable. Mais ce n'est pas en reprenant directement 3 datasets sortis de 3 labos et faire dessus tourner un algorithme de deep learning qu'on va avoir un système qui va fonctionner. Donc on a travaillé dans d'autres domaines là-dessus. Donc là, je parle rapidement de ce qu'on a pu faire autour de la leucémie aiguë myéloïde, où on travaille à la réflexion des traitements et comment on peut essayer de voir si des algorithmes peuvent aider à choisir un traitement pour ce type de cancer. C'est d'un système qui marche mieux parce qu'on travaille au départ sur de la donnée fiabilisée par des équipes dont c'est le métier, parce que dans les hôpitaux, on a des unités méthodologiques dont le métier est de fiabiliser la donnée, et c'est grâce à elles aussi qu'on a de la donnée fiable. Donc ce qu'il faut en déduire, et c'est là-dessus que je vais conclure, et ce qui est vraiment très important, c'est que la donnée, quand on l'exploite, que ce soit en IA ou qu'on l'exploite de façon générale, mais c'est particulièrement sensible dans l'IA moderne, parce que les algorithmes de réseau de neurones ont très peu de propriétés explicatives, enfin on pourrait revenir là-dessus. Il faut absolument que cette donnée soit fiabilisée et qu'on soit en mesure de la donner à des médecins et que ce soit eux qui la fiabilisent. Fiabiliser la donnée, ce n'est pas seulement un travail de data scientist, c'est aussi un travail de professionnel. Et le travail, par exemple, qu'on fait au CRCT, quand on a un projet, c'est obligatoirement des projets en binôme qui impliquent nécessairement un data scientist et un médecin. Et souvent en trinôme avec un data scientist, un médecin, un clinicien. C'est un petit peu, quand j'entends un médecin, un clinicien, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille en clinique, quelqu'un qui travaille en anapath et quelqu'un qui est data scientist. Et c'est avec cette mécanique-là qu'on arrive à créer des projets qui permettent ensuite de travailler sur de la donnée fiable et de faire un travail qui est correct. Plusieurs questions à ce sujet. Est-ce que la donnée interne que vous produisez au sein de l'hôpital se suffit elle-même, une fois qu'elle est structurée, fiabilisée, ou est-ce que vous faites appel à de la donnée externe ? Alors, il y a des projets monocentriques et des projets multicentriques. Ça pose plein de problèmes réglementaires, déjà, pour l'utilisation des projets multicentriques. En cancérologie, qui est un domaine que je connais le mieux, il y a des réseaux nationaux, par exemple sur le lymphome, avec des instituts Carnot, comme le CALIM pour la partie lymphome, qui ont des bases de données nationales. On a un peu la même chose sur le myélome, où l'équipe du professeur Hervé Avelloiseau à Toulouse est le référent national, avec une base nationale là-dessus. Mais ce sont des choses qui demandent du temps à mettre en place. Souvent, surtout pour un gros producteur comme le CHU de Toulouse, on aurait suffisamment de données si on était capable de la récupérer et de la fiabiliser correctement. C'est un de nos enjeux aujourd'hui dans la mise en place de notre entrepôt de données de santé,
c'est d'être capable d'avoir de la donnée et surtout de la donnée qu'on peut croiser. C'est-à-dire que ce qui intéresse souvent dans un projet, c'est d'être capable de croiser la totalité du parcours du patient qui va depuis son entrée et puis son passage dans tous les services, voir son retour quelques mois après ou quelques mois plus tard, de croiser les données qui vont venir des logiciels de biologie, qui vont venir d'Orbis, du dossier patient. Derrière, il nous faut faire une analyse, souvent ce qu'on appelle en langage naturel, en traitement automatique du langage, pour extraire des comptes rendus manuscrits ou tapés par le médecin, mais qui sont en langage naturel, en extraire les variables significatives. Donc le simple traitement de la donnée du flux est en soi un travail énorme et qu'on a à peine commencé à faire. Et en termes de ressources internes au CHU, ce travail de qualification de la donnée, de structuration de la donnée, c'est combien de personnes, voilà, quel type de profil, quels sont les challenges un peu à ce niveau-là? Alors en termes d'effectifs sur la donnée, on est à une équipe qui se constitue aujourd'hui et on a 4 personnes dans l'équipe donnée et on monte en puissance. Ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui la force de ces projets, c'est de nous amener des compétences, en tout cas en termes de financement, au fur et à mesure des projets que l'on monte. Donc on a 2 enjeux. Le premier, c'est d'avoir la dimension pérenne, c'est-à-dire le socle stable, pour répondre à tout ce qui vient d'être dit, et puis de nourrir au fur et à mesure des projets de recherche des compétences qui vont venir accélérer telle ou telle partie de projet. Donc aujourd'hui, c'est une équipe à 4 personnes qu'on aura à mettre dans une dimension de 4 supplémentaires, grosso modo un peu moins de 10, et puis à compléter par rapport aux différents projets que nous montons. Je voulais juste appuyer sur un point important qu'a dit Jean-Marc Alliot, et qui résonne probablement pour ceux qui ont un parcours hospitalier ou en tout cas une dimension de santé dans les SI. C'est-à-dire, on parle de parcours patient. Je crois que ça fait peut-être 20 ans qu'on parle de parcours patient dans les systèmes d'information de santé. Et aujourd'hui, la dimension de traitement de la donnée l'amplifie. Et c'est un sujet qui n'est pas toujours réglé, en fait, malgré ces 20 années d'histoire. Donc ça montre à quel point le sujet est complexe. Il n'est pas réglé parce qu'on a une fragmentation du parcours, de sa représentation organisationnelle, et une fragmentation de l'offre numérique dans nos établissements, et même maintenant, parce qu'on est quand même dans une dimension élargie, dans nos territoires ou dans nos parcours. Donc je veux vraiment appuyer là-dessus, parce qu'on voit bien qu'à la synthèse de tout ça, sur les enjeux de données, sur l'enjeu de retraitement, c'est des questions qui se posaient déjà il y a très longtemps. Et sur la difficulté de collecter de la donnée exploitable sur tout le long de ce parcours de soins, le challenge, c'est quoi? C'est récupérer la donnée, c'est la structurer de manière homogène, c'est qu'elle soit complète. Quel est le... De mon point de vue, en fait, c'est de réduire l'effort qui va nous permettre sur cette collecte-là et surtout sur la qualification et la transformation de la donnée pour la rendre utilisable. Et pour cela, ça nous ramène finalement dans le choix des logiciels qu'on doit avoir et des logiciels dont la donnée doit être le plus structurée possible. Et dans la mise en œuvre des solutions, c'est dès la mise en œuvre, travailler avec les médecins pour justement avoir un retour à très court terme sur les données pour qu'ils se rendent compte de l'importance de la qualité de la saisie. Aujourd'hui, on est toujours a posteriori et on va chercher la donnée et on s'aperçoit que le logiciel est soit mal utilisé, les médecins n'ont pas forcément puisqu'on ne leur restitue pas forcément la donnée, donc ne se rendent pas compte de l'importance de cette qualité de la saisie. Et donc tout ce travail doit être fait en amont et va permettre l'efficience sur l'utilisation de la donnée après. Alors, pour mettre un peu les pieds dans le plat, parce que j'ai l'impression que c'est un peu en filigrane derrière, mais qu'on n'en parle pas, quand un logiciel vous est recommandé, pour ne pas dire un autre mot, vous est recommandé sur un point du parcours de soins, qui va intervenir sur un des points du parcours de soins,
est-ce qu'il arrive et comment on gère le fait que la donnée qui vous ramène finalement ne correspond pas à la manière dont vous avez peut-être structuré les données que vous récupérez du reste du parcours? J'imagine que ça pose quand même quelques challenges, on peut en parler? Oui, en effet, je crois que le filigrane, il est clair. Les industriels, la capacité à avoir une structuration dans les systèmes d'information de santé français, particulièrement, qui s'homogénéisent, et une contrainte qui ne s'internalise pas. Aujourd'hui, pour être très clair, la contrainte, elle est internalisée dans les établissements, pour ceux qui le peuvent. C'est le cas de CHU Toulouse. À défaut de pouvoir amener nos industriels à un niveau attendu, on met les moyens de contournement dans nos équipes. Alors qu'on aurait sans doute la capacité, avec ces mêmes équipes, de traiter d'autres enjeux qu'on devra traiter par ailleurs. Donc, je crois que la dimension de structuration de l'offre industrielle sur notre territoire, elle est majeure. Elle se structure. Ma santé 2022, ce qui était porté, ce qui continue à être porté, amène à réduire les espaces. Pour autant, ça reste très compliqué. Et est-ce qu'il y a des moyens pour le CHU de Toulouse et donc pour d'autres centres hospitaliers de faire un peu remonter ce feedback? Parce qu'effectivement, c'est très clair ce que vous avez dit, que si les ressources internes sont utilisées pour réorganiser de la donnée, restructurer de la donnée, elles ne le sont pas pour faire autre chose de manière plus proactive. Alors, oui, il y a ça, puis il faut mettre aussi je fais un petit pas contournement, mais en remettre en perspective aussi sur nos professionnels de santé. Il faut qu'on arrive à les ramener vers des choix homogènes, ce qui n'est pas toujours facile par rapport à des produits de spécialité et puis le DPI en tant que tel. Donc ça, c'est des enjeux plutôt internes. Et si je reviens à votre questionnement, oui, on a des commissions, Commission nationale des situs, des fédérations, la FHF particulièrement, qui permettent de remonter à un niveau national avec des échanges avec le ministère sur ces défis et ces enjeux pour le numérique en santé. Ça reste quand même, je le pense un peu ainsi, un défi de taille pour le système de soins, le système de santé français, qui est un peu différent d'autres anglo-saxons ou même plus proche de nous, Européens, dans sa complexité. Alors, il nous reste 5 minutes et je voudrais garder un petit peu de temps pour prendre des questions s'il y en a, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une première question peut-être? Je ne sais pas si on a des micros, mais on peut, si vous voulez, lancer votre question et puis je la répéterai pour être sûr que tout le monde l'ait entendu. Je vous en prie. Alors je vais répéter juste pour qu'on soit sûr de l'avoir bien capté. Quelle est votre approche par rapport aux normes? Pardon, je ne suis pas capable de la répéter complètement. Vous allez répéter dans la réponse, merci beaucoup. Aujourd'hui, dans les briques techniques que l'on met en œuvre au niveau de l'entrepôt données de santé, on adresse l'OMOP et le FHIR. Voilà. Aujourd'hui, c'est les deux axes sur lesquels on mise sur l'implémentation de l'entrepôt de données de santé. Aujourd'hui, on voit bien que la plupart des éditeurs vont sur les axes type FHIR. Enfin, leur solution aujourd'hui inclut notamment le FHIR pour structurer toute la donnée et de pouvoir être interconnecté, pouvoir distribuer la donnée vers des autres systèmes et notamment vers un entrepôt de données de santé. C'est vrai que cette dimension FHIR, on en avait parlé l'année dernière dans une présentation plutôt axe télésanté et ouverture du SI, on va le dire comme ça. Et c'est un axe fort, ce double entrepôt FHIR, donné d'interopérabilité entre les outils et puis un valence plutôt entrepôt de données de santé. Un des défis qui est le nôtre, c'est aussi les référentiels. On parle beaucoup de normes, mais les référentiels, ça va être des enjeux majeurs. Et celui de la SNOMED en est un sur lequel il va falloir que, là aussi, collectivement, c'est pas que le CHU Toulouse, c'est collectivement, on arrive à remporter ces défis.
Monsieur ? Alors, les limites techniques sur les entrepôts de données, hormis la sécurité, si j'ai bien compris. En fait, je ne sais pas exactement ce que vous appelez limites techniques, dans quel domaine vous voulez les placer. Oui, des freins, il y en a beaucoup. Il y a énormément de difficultés sur la mise en place. Un des problèmes majeurs qu'on a et qui se retrouve dans quasiment tous les projets, c'est les problèmes de traitement automatique du langage. C'est-à-dire que la grande majorité des comptes rendus sont en langage naturel, ils ne sont pas structurés. Et pour faire des études, il faut de la donnée structurée. Donc le passage de la donnée en langage naturel en données structurées, c'est un point qu'on retrouve dans quasiment tous nos projets, pas tous, hein, mais énormément. Donc là, on travaille avec des sociétés dont c'est le métier, hein, c'est-à-dire on doit avoir Collective Thinking, Arcane, qui travaillent avec nous. Donc, mais on sait très bien, enfin moi je suis aussi bien placé pour le savoir, que ça reste un domaine qui est jeune et dans lequel les erreurs sont encore... voilà, on est, comme je dis souvent, l'intelligence artificielle, elle est fiable à 90%, puis il y en a 10% où c'est pas fiabilisé. Donc il est à peu près certain. Et d'ailleurs, là-dessus, on devait lancer une étude cette année, on n'a pas pu faire avec le professeur Saillé, et puis justement là-dessus, ou essayer sur une maladie spécifique de voir à quel point on était capable d'être précis. C'était l'artérite à cellules géantes, on n'a pas pu le faire, mais on espère le faire quand même. C'est-à-dire extraire la vingtaine ou la trentaine de variables significatives pour cette maladie à partir des comptes rendus médicaux. Mais je ne me fais pas trop d'illusions, on n'arrivera pas à du 100%. Donc, il y aura une nécessité derrière de refiabiliser la donnée avec des médecins qui vont reprendre ce qui a été fait et justement régler ces 10% qu'on n'aura pas réglés de façon automatique. Il en reste encore des manuscrits. Oui, mais on a des systèmes qui maintenant numérisent les documents scannés et on a des systèmes de reconnaissance automatique de l'écriture. Oui. Il y a quand même des abréviations sans doute qui sont utilisées ou de la grammaire. Il faut se méfier énormément des abréviations parce que la même abréviation peut être utilisée et avoir des significations différentes suivant le contexte. C'est même un des points les plus délicats à traiter. Donc, ce qu'on a gagné en ne s'appuyant plus sur l'écriture manuelle des médecins, on le perd un peu par l'utilisation de... Non, mais c'est même dans le langage médical. C'est-à-dire que les médecins, un médecin en cardio ou un médecin en néphrologie vont employer la même abréviation, sauf qu'elle ne veut pas dire la même chose en néphro ou en cardio. Donc, à l'arrivée, si vous utilisez le même logiciel pour les deux domaines, ça ne marchera pas. À tel point qu'il y a maintenant, j'ai vu une start-up qui s'appelle Gimli, qui est en train de se monter en ce moment, qui va se spécialiser dans le traitement automatique du langage en oncologie et encore peut-être même dans un domaine particulier de l'oncologie. Donc c'est pour vous dire à quel point ça peut nécessiter une certaine précision. De plus en plus niche, ça veut dire de plus en plus d'outils pour vous. Oui, mais encore une fois, on a bon espoir que les jeunes sociétés, les jeunes startups partent directement sur des formats de données interopérables. C'est-à-dire que c'est souvent le poids de l'existant dans beaucoup de domaines qui fait qu'on a du mal à... Quand vous avez des logiciels qui sont anciens, qui ont évolué lentement, qui ont des structures de données qui ont 20 ans, 25 ans, c'est pas si facile de les faire évoluer vers quelque chose d'interopérable avec des standards modernes. C'est souvent plus simple quand on arrive avec une jeune société qui, d'emblée, a visé du HomeOp ou du Fire. Donc, c'est un peu à double niveau. Est-ce qu'on a une dernière question ? On a deux dernières même. Manuel, oui, je vous en prie. Je ne crois pas qu'il y ait de micro qui circule, donc je voulais... Est-ce que vous travaillez avec les éditeurs de solutions pour leur remonter les problèmes que vous rencontrez, en particulier en termes d'opérabilité, et comment vous le faites, si je répète. Au premier niveau de réponse, et je laisserai peut-être Grégory compléter. Oui, on travaille avec les éditeurs. Enfin, je veux dire, ce travail constant. Je dirais, au-delà des travaux, c'est des mises en contrainte. Et ces mises en contrainte, elles sont parfois à deux sens.
Donc et à la fois, on essaie de faire modifier, et à la fois, on subit. Comme on en a un peu, assez de subir, on se rend indépendant. Et c'est un défi, un des défis de la transformation de la DSI, c'était de mettre un axe d'interopérabilité très fort dans des équipes qui se structurent. C'est ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on continue à faire. Et partir sur des travaux de haut niveau sur l'entrepôt, je parle de l'entrepôt Fire à viser l'interopérabilité, c'est nous rendre de plus en plus autonomes. Mais on ne pourra pas le faire sans les industriels, on le sait bien, que ce soit ceux qui nous aident à structurer cette dimension ou ceux qui sont des partenaires. Pour autant, on ne peut pas continuer à être que dans le subi. Donc on s'autonomise. Pas forcément réglé. Après, il y a une autre dimension, et je termine juste sur ce côté un peu politique de la chose, c'est Ma Santé 2022, j'y reviens, le cadre national d'interopérabilité, la structuration des référentiels, c'est des choses qui se posent, c'est des choses qui vont s'imposer, il y a des défis pour les éditeurs, des défis pour les établissements de santé, si on n'est pas à ce niveau, on ne sera pas certifié, on ne rentrera pas dans une espèce de cercle vertueux de la certification HAS, alors on est vraiment dans le soin, dans la certification HAS, et le numérique, on va bien prendre l'empreinte de la dimension d'offre de soins. Donc ces défis-là, elles sont autant pour nous que pour ces éditeurs, s'ils veulent rester, je dirais, à un niveau de capacité d'être choisis dans les établissements de santé du système de soins français. On me fait signe qu'on a le temps pour une dernière question. Alors, au-delà des éditeurs de logiciels dont on a parlé, comment est-ce que vous accompagnez les startups ? Alors, au niveau du CHU de Toulouse, il existe une structure qui s'appelle Innovpol Santé, dont le travail est justement d'aider le développement de projets de santé à travers des startups et de les accompagner. Donc, on est en permanence à l'écoute de ce genre de choses. Donc, on a aidé à Toulouse, donc je ne vais pas les citer, plusieurs sociétés qui se sont montées, et on continue à les aider. Donc, on peut les aider de diverses façons. L'une d'entre elles, c'est à travers des projets de recherche communs. On a des exemples avec DigiCare, on en a plusieurs, et à travers des mises en relation avec des moyens de financement, je dirais, avec le support du FUI, qui est aussi un support en termes d'apport de données pour la start-up. Parce que la start-up, je parlais de Gimlit tout récemment, eux, ce qui les intéresse, c'est de travailler avec nous pour avoir accès à de la donnée, précisément, pour entraîner leurs algorithmes. Donc, et cette donnée-là, c'est les comptes rendus des médecins, c'est les données de biologie, c'est tout ce qui permet de faire de la corrélation de la donnée. Donc, on a une double vision, celle d'Innovpol, qui est vraiment d'accompagner sur le plan financier, structurel, etc. Et une partie scientifique, où on essaie de monter des projets communs avec eux. Et bien entendu, tout le monde y trouve son intérêt. Le FUI n'est pas philanthrope, il faut pas mais nous, on a tout intérêt, sur le plan académique, à travailler avec eux. Et aussi, très souvent, s'ils ont des solutions qu'on ne trouve pas chez un éditeur standard, les aider dans ce domaine parce qu'ils nous aident aussi.